La télé change de vie. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, vous allez vivre quelque chose d'inédit. Une chose que vous n'avez jamais eu à voir parce que nous sommes ici pour le plaisir de la télé. Chers téléspectateurs, vous qui nous regardez de toutes ces belles villes, oui, de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan, Yopougon, toutes ces belles villes, Cocody, Makori, et c'est vite qu'on en passe. Aujourd'hui, on va échanger avec une présentatrice. Alors, elle a eu le prix de la meilleure émission culturelle au Okwama Awards. Elle est meilleure animatrice préférée des Ivoiriens en 2016 pour vous. Et c'est maintenant, parce que c'est maintenant, qu'est-ce qu'on dit ici, la famille? On reçoit, comme il se doit, celle qu'on appelle, on l'appelle Caroline Da Silva. Eh oui, Charlie Tchatch. Caroline. Charlie Tchatch. Caroline. Charlie Tchatch. Da Silva. Eh bien, je pensais que j'avais de l'énergie, mais quand je l'ai entendu, je dis waouh. Applaudissements pour notre confrère Charlie Tchatch, qui nous vient tout droit du Gabon. Eh bien, c'est à la Cannes qu'il a été révélé. Et il était là à la cérémonie d'ouverture de la francophonie. Ah ben là, vous avez assuré grave, hein. Le trio, Yves Zogbo Junior, Connie Touré et vous. Je pense que C'était c'est un merveilleux. privilège, c'est une grâce que d'apprendre aux côtés de ces anciens, aux côtés d'Yves Zogbo, aux côtés de la charmante Connie Touré, Tout à fait. et surtout de se rendre compte qu'en Côte d'Ivoire, il y a vraiment le vivrier de la fierté de l'animation télé africaine ici en Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire, un petit secret. Depuis ce matin, il y a des gens qui m'envoient le message qui disent il faut que tu vas saluer d'abord Caroline Da Silva. Tu commences d'abord par saluer Caroline. Après, tu salues tout le monde. Et donc, c'est dire que cette émission, vraiment, les gens l'apprécient, les gens l'affectionnent. Merci Pourquoi? Parce que beaucoup. les sujets qui sont développés, les artistes qui viennent, les personnalités qui arrivent ont des messages forts pour l'Afrique, pour la jeunesse africaine. Et ça, certainement, rendez-vous compte, il n'y a pas que les Ivoiriens qui regardent, c'est toute l'Afrique qui regarde, c'est le monde entier qui regarde d'après ce qu'on peut voir. Merci beaucoup. Il n'a vraiment pas usurpé son nom, hein, Charlie Tchatch, merci. Et Barvou, à travers vous, c'est donc tout le Gabon que nous saluons, c'est toute l'Afrique que nous saluons. Eh bien, c'est aussi la diaspora que nous saluons. Merci donc de rester en notre compagnie. Merci de nous faire confiance. Nous sommes à quelques jours de la fin de la saison, mais nous demeurons lucides. Avec votre permission, recevons à présent Alissar Zena. Alissar Zena. Toujours avec les mêmes clameurs, je vous demande de recevoir Méliane Kuni. Salut Méliane. Bah je vous laisse, hein. Je vous laisse, hein. Il y a quelqu'un qui est là tous les jours avec moi. Eh oui. Docteur Philo. Oui, non, c'est pas. Aujourd'hui, c'est pas. Je suis le représentant du Mali parce qu'on voudrait, au nom de toute la délégation malienne, pour remercier les Ivoiriens pour l'accueil. Parce qu'en Iméda, nous serons au Kawaga, et c'est ça que nous, on est venus pour vous remercier. Parce que pour tous là-bas, c'est le travail que vous avez fait pour tous les Ivoiriens pour les accueils. Attends, vous êtes un rappeur ou vous êtes un footballeur? Non, c'est football, c'est Mali. Mali a un ballon sur le coup, nous voulons faire. C'est pour remercier les délégations d'Ivoire. Parce que Baraka Nyama, Albi Salama Miana. Voilà, merci pour tous ces médailles. Eh oui, docteur Philo, merci beaucoup. Eh bien, c'est pour tous ces moments qu'on aime ces midis. Eh bien, vous allez beaucoup nous manquer, très chers téléspectateurs, comme je le disais. Dans seulement 3 jours, on va vous dire au revoir. Et puis, aller recharger nos batteries pour vous revenir en pleine forme, avec des nouveautés, pourquoi pas. Merci donc d'être avec nous et merci de dire toujours que ce midi, c'est maintenant. Et voilà, rapidement, tour de table, Méliane Kuni, qu'est-ce que vous avez prévu aujourd'hui dans votre chronique? Aujourd'hui, on restera dans la logique de la francophonie. D'accord. Donc, on parlera de l'action citoyenne, de toute cette mobilisation. J'étais là-bas. Ce que vous n'avez pas pu voir, j'ai vu pour vous. Et on en parlera tout à l'heure dans la chronique « À faire ou à ne pas faire ». Merci beaucoup, Méliane. Alissar Zena, hashtag Papato. Nous allons parler de ce nouveau couple qui s'est formé il y a quelques temps, qui bouleverse quand même les réseaux sociaux. Nous allons aussi parler de ces dames-là qui ne veulent pas vieillir, oui, qui veulent nous voler la vedette, nous la jeune génération. Et nous allons terminer avec cette dame qui fait vibrer les réseaux sociaux aux États-Unis. La suite, ça sera pour tout à l'heure, donc ne bougez pas.
Oui, docteur Philo. Oui, donc, Caroline, au-delà de tout ce que mes collègues viennent de dire, je voudrais aussi faire un clin d'œil à ce monsieur qu'on vient de recevoir tout à l'heure là. Charlie Oui, c'est un monsieur qui, voilà, vous avez vu son chapeau, c'est ça là, il avait porté le jour de l'ouverture là en fait. Voilà. On est Abidjan! Mais on va lui dire qu'on a d'autres Charlie Tchatch en Côte d'Ivoire ici. Exemple? Par exemple, quand vous allez à Figaro pour animer les finales, oh, Merci beaucoup, docteur Philo. Et très rapidement, nous allons passer à l'instant francophonie. Et notre charmante hôtesse qui arrive avec notre enveloppe. Enveloppe apportée par Awa Koulibaly, mannequin Africom. Merci beaucoup, vous êtes très gentil. Merci. Alors, aujourd'hui, invité surprise à ces midis, ils sont deux. Anato Mauna, fidèle artiste comédien. Et bien sûr, Umpatin Zadok, ange conteur. Mesdames et messieurs, merci de les recevoir. Il y a longtemps, Feu et Pluie étaient deux beaux jeunes hommes qui se disputaient farouchement la main de la plus belle fille du royaume. Ils se disputaient tant et tant que la rumeur publique ne bavardait que de ça. Et patati, et patata, et patati. La rumeur enflait de jour en jour et devenait de plus en plus assourdissante au point d'en arriver jusqu'aux oreilles du roi. Le scandale doit cesser. Il convoqua sur le champ Feu, Pluie, sans oublier la jeune fille. Dans 9 jours, revenez me voir. Le 9e jour arriva. Feu, pour l'occasion, avait revêtu un boubou flambant neuf, des plus éclatants, des plus ardents. Sur son chemin, il incendiait et ravageait tout ce qui était inflammable. Plus quant à elle, c'était enveloppée d'une fine étole noire qui éclaboussait et jetait la nuit partout où elle passait. Pluie, aidée d'un dernier coup de vent, arriva la première, puis attendit. Feu enfin arriva, rugissant, rageant, ronflant. Eh bien, merci beaucoup. Pluie, tout simplement, ôta sa fine étole noire. Et des trompes d'eau se déversèrent sur Feu. Merci beaucoup. Très rapidement, on va parler avec vous de votre participation au jeu de la francophonie. Tout à l'heure, nous avons vu le représentant donc, de la délégation du Mali et vous êtes les représentants de la délégation, bien sûr, du Bénin. Alors, cette participation, on en parle rapidement. En 30 secondes avec vous. Là, nous sommes là avec une équipe sportive et puis une équipe artistique. D'accord. Dont je suis l'encadreur technique. D'accord. L'équipe est composée de 6 disciplines. Nous avons la photographie d'art, nous avons le conte, la danse, nous avons la sculpture, la peinture, nous avons la littérature. Voilà, et nous sommes là, nous avons compéti déjà en conte, en littérature, et nous allons compétir ce soir en danse. Les autres sont en cours parce qu'il y a aussi un travail sur le terrain qui sera noté par le jury et qui sera verni le jeudi matin. Voilà, ça se passe bien. Et puis voilà, nous disons coucou à tous les Ivoiriens. Nous sommes heureux d'être là. Merci infiniment. Et merci à tout le Bénin. Merci à tous nos frères béninois qui sont là ici en Côte d'Ivoire et qui nous regardent aussi depuis le Bénin. Merci beaucoup. On les applaudit très fort à Anato, Mauna et bien sûr Umpatin Zadok. Merci d'être passé sur notre plateau. Tâchons toujours de faire prédominer plus sur Feu pour que règne la paix de par le monde. Je vous remercie. Merci infiniment. Et c'est notre souhait le plus ardent, mesdames et messieurs. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, on va dire, concernant et très intéressant. On va s'adresser plus particulièrement aux femmes, mais c'est sûr que les hommes se verront aussi dans ce sujet. Vous savez très bien que la confiance en soi est un élément important, avant même de parler d'autonomisation de la femme, que la femme arrive à se prendre en charge. Il est important aussi pour elle d'avoir confiance en elle. C'est comme ça qu'elle peut être équilibrée et participer à l'épanouissement de toutes les personnes qui l'entourent. Mon combat est de redonner confiance aux femmes. Thème retenu pour cette émission. Docteur Philo, son mot, tout de suite. Le fait de redonner confiance aux femmes, c'est un combat noble, je vais dire, parce que nous sommes là dans le jeu de la francophonie. Vous voyez, rares sont les femmes qui se font confiance. Regardez, un groupe de jeunes, vous êtes assis devant la cour, devant votre cour, vous voyez une fille passer. C'est-à-dire, quel que soit son habillement, quand vous la fixez droit dans les yeux, elle trébuche tout d'un coup. Ça veut dire qu'elle-même, elle n'a pas confiance en elle-même. C'est-à-dire, oui, elle se dit quelque part, c'est super, c'est qu'elle a porté, ça me va. Ça, c'est le manque de confiance qu'elle a. C'est pourquoi j'ai dit, les jeux de la francophonie, c'est bien. Elle va venir
donner des conseils à nos sœurs, parce que j'ai dit, ces jeux de la francophonie, le ministre l'a dit, ces jeux sont nos jeux, il faut en faire notre propriété. Donc quand vous êtes belles, vous allez dans ces villages de francophonie, ceux qui ont eu des médailles vont diviser l'argent, ils vont vous donner un peu, et l'argent va rester en Côte d'Ivoire, parce que c'est un investissement. L'État, c'est des milliards que l'État investit. Donc si les gens prennent les médailles, vous donnent la moitié, ça reste au pays. Et puis les stades qu'on a eu, tout l'argent là reste avec nous. N'est-ce pas que c'est beau tout ça? Vous voyez un peu. Et en même temps, vous dites que c'est ça. Cela, il va au développement économique de la Côte d'Ivoire. C'est tout ça. Il faut que des femmes doivent se faire confiance. Mais en même temps, on dit qu'il y a certaines choses qu'on voit. Vous ne pouvez pas être, regardez, il faut maîtriser son corps. Quand vous maîtrisez, regardez les collants que vous portez. Il faut vêtir, on se vêtit d'un collant, mais on ne rentre pas dans un collant. Tu ne peux pas rentrer dans un collant où tu passes tout. Non. Vous ne pouvez pas avoir, excusez-moi du terme, vous ne pouvez pas avoir une nuque et puis faire coiffer Onel Malin encore. Bon, vous allez où avec tout ça là? Et c'est là qu'on va terminer votre chronique. Merci beaucoup. Docteur Philo, mon combat est de redonner confiance aux femmes. Thème de ce jour et la question du micro-trottoir. Je ne sais pas ce que vont répondre les personnes que nous avons accostées. Avez-vous confiance en vous? C'est parti. Oui, je suis sûre de moi. Parce que je suis sûre de ce que j'ai, donc je suis sûre de moi. Je suis sûre de moi. Parce que je peux dire que je travaille. Je peux apprendre mon travail bien. Et je sais que demain, je pourrai faire quelque chose avec mon travail. C'est cela que je dis, je suis sûre de moi. Oui, je suis sûre de moi parce que quand je veux quelque chose, je l'obtiens, quoi. Bon, je n'ai pas les doutes. Oui, je suis sûre de moi dans la mesure où, avant de prendre des décisions, je prends la peine de vraiment réfléchir d'abord, de vraiment peser le pour et le contre. Je pense qu'il faut avoir une certaine assurance pour que nos projets ou bien ce qu'on a fonctionne, quoi. Parce que si on a des doutes là, ça peut vraiment pas marcher. Eh oui! Nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi et merci à toutes ces personnes qui, avec amabilité et sympathie, acceptent de répondre à nos différentes questions. Notre invitée du jour se nomme Marie Fatiga. Elle est donc coach de vie. Elle est conseillère en images, habilleuse de mariée. Merci beaucoup de la recevoir sur le plateau de ce midi. Marie Fatiga, on est très heureux de vous recevoir sur le plateau de ce midi. L'une des rares femmes qui n'a pas honte de dire son âge, elle le dit fièrement d'ailleurs. Bah, j'ai 40 ans et j'en suis fière. Elle ne fait pas son âge. Hein. Et vous avez une grande fille, hein, J'ai une grande fille, j'ai un grand-fils qui a 18 ans, qui part à l'université cette année. La fille a quel âge? Et ma fille a 15 ans, elle est quelque part. Votre fils a 18 ans? Mon fils a 18 ans. Il part à l'université? Il part à l'université cette année. Et ma fille a 15 ans. Vous êtes sûre que ce n'est pas vous qui avez 18 ans? Non, c'est pas vous. J'aurais aimé. Ah vraiment, vous êtes très très bien conservé en tout cas. Alors, le thème, je le rappelle, mon combat est de redonner confiance aux femmes. À première vue, on dira peut-être qu'il est un peu prétentieux, mais c'est possible et c'est faisable. On va dire, l'échange nous donnera certainement raison. Mais déjà, parlons de vous, il faut dire que c'est à l'âge de 2 ans que vos parents décident de quitter la Côte d'Ivoire pour aller s'installer en France. Et malheureusement, lorsque vous avez 17 ans, il va vous arriver un grand malheur. Vous perdez votre frère qui était souffrant d'une leucémie. Qui souffrait donc d'une leucémie. Et les parents décident alors de quitter la France pour aller s'installer à Londres. À Londres, c'est bien cela. Alors, ce que j'ai envie de savoir, c'est comment était votre vie en France? Comment vous avez vécu cette vie-là? Puisque vous êtes partie très tôt. Je suis partie très tôt et ce qui, pour ma part, je dirais aujourd'hui avec du recul, je me rends compte que j'ai eu à faire face à un conflit d'identité. Pourquoi? Parce que je n'étais pas vraiment afro-descendante, européenne descendante. Je n'étais pas blanche et quand on est petit, on ne se rend pas forcément compte des différences qu'il y a entre nous et les autres. Mais quand je suis revenue en Côte d'Ivoire pour la première fois, je me suis rendu compte que je n'étais pas totalement non plus ivoirienne, africaine. Donc je me suis retrouvée dans un clash d'identité. Je ne savais pas réellement qui j'étais. Donc j'ai vécu toute mon adolescence ne sachant pas qui j'étais. Voilà. Et justement, vous avez vécu dans cette atmosphère, on va dire, et aussi dans cette difficulté à retrouver votre identité. Mais comme je le disais, l'événement
l'événement malheureux qui va se passer dans votre vie va jouer aussi pour beaucoup, non seulement dans cette perte d'identité, mais aussi dans la perte de confiance en général qui va s'installer dans votre vie et que vous allez combattre par la suite. Effectivement, parce que j'ai perdu le premier-né de mes parents, mon grand frère. Et lorsque quelqu'un perd... Étant africain, je dirais que nous avons cette manie de ne pas faire face aux douleurs que nous traversons. Et contrairement en Europe, on a plus l'habitude d'en parler lorsqu'il y a un décès, on a le temps de faire notre deuil. Mais ici, les Africains, on a tendance à faire notre deuil tout seul. Et on laisse les gens faire leur deuil tout seul, ne sachant pas qu'il y a des blessures internes qui se forment. Et lorsqu'il y a blessure, il y a forcément changement dans le comportement. Donc, lorsque mon grand frère est décédé, effectivement, j'ai essayé de faire mon deuil comme je le pouvais. Et je suis rentrée, comme on dit ici, dans le show. Je suis rentrée dans l'amusement, c'était la fête du lundi au dimanche. Et c'était une manière pour moi de me cacher un peu, de ne pas avoir à faire face à ce que je vivais réellement à l'intérieur, que les gens ne voyaient pas forcément, mais qui pouvaient juger de l'extérieur parce que ne sachant pas pourquoi je réagissais d'une telle manière ou de cette manière, et ben, il y avait constamment des jugements sur ma personne. Elle est comme ci, elle est comme ça, qu'est-ce qu'elle a, pourquoi, ne sachant pas qu'en fait, j'étais en train de vivre réellement quelque chose de difficile. Mais le fait d'avoir changé, on va dire, de pays, est-ce que cela vous a réellement aidé? Ça m'a aidé dans le sens où je suis bilingue aujourd'hui. J'ai une ouverture d'esprit un peu plus large parce que... En fait, ce que je dis, c'est que, j'arrive justement, vous quittez la France pour une raison bien définie, la perte de votre grand frère. Vous allez, on va dire, sur une autre terre pour oublier, peut-être, et pour refaire votre vie. Il faut dire que vous étiez 7 enfants, hein, 3 garçons... non, 3 filles, enfin... 6 garçons et la seule fille. C'est cela. La seule fille que je suis. Et tout au milieu, c'est moi. Au milieu, c'est cela. Donc, comme je disais, oui, ça m'a aidé d'une manière. À un certain niveau, ça m'a aidé, mais de l'autre, pas du tout, parce qu'en Angleterre, les gens sont encore beaucoup plus, je dirais, ouverts d'esprit qu'en France. Donc, du coup, en Angleterre, quand je suis arrivée, rapidement, j'ai quitté mon cocon familial, qui m'aurait réellement aidé si j'étais restée plus longtemps. Mais à cause de cette facilité à prendre une maison, cette facilité à travailler, donc à être autonome rapidement, indépendant, mais pas forcément mature. Donc je me suis retrouvée dans mon appartement, je me suis retrouvée avec assez d'argent à ma disposition, à vouloir faire ce que je voulais, pouvoir conduire, et je faisais réellement ce que je voulais. Donc, quand vous dites que vous faisiez ce que vous vouliez, c'était quoi? C'était quoi votre vie? C'est tout ce qui me passait par la tête. Mon quotidien, c'était... C'est vrai que j'allais à l'université, c'est vrai que je travaillais, parce qu'il faut assurer en même temps le mode de vie que je veux vivre, mais... J'étais perdue, je n'avais pas de réelle direction. Je faisais énormément de choses, mais en vérité, je ne faisais rien. Parce qu'en fait, je n'avais pas laissé mes parents finir de bâtir en moi ce dont j'avais besoin, je dirais, pour pouvoir être capable de pouvoir être une adulte mûre et mature. Donc, c'était des virées nocturnes? C'était des virées nocturnes. Et comme j'avais eu justement ce petit chagrin lorsque je suis venue en Côte d'Ivoire pour la première fois et que je me suis rendu compte qu'on me regardait un peu bizarrement, parce que quand je suis venue en Côte d'Ivoire, je m'habillais comme une petite binguiste qui venait en Côte d'Ivoire. Il fait chaud, je suis en mini, mais j'étais mal vue. Et ça, je veux le dire, parce que c'était en 94, donc quand on est venu pour l'enterrement de mon frère, mais j'étais mal vue. Les gens me regardaient avec un air... Mais aujourd'hui, je reviens puis je regarde les gens avec un air... Pourquoi? Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'ils portent maintenant ce que je portais, qui les choquait, et qui maintenant, moi, me choque. Et les choses ont changé? Les choses ont changé, les choses ont changé. Je veux dire qu'il y a eu un renversement de situation. Il y a eu un renversement total. Je me rends compte que j'essaye de fuir cette mentalité-là et je viens la retrouver ici. Mais justement, il y a quand même eu des étapes. Je veux dire que puisque vous êtes aujourd'hui choqué, cela voudrait dire que la vie que vous meniez à un certain moment, vous l'avez certainement laissée derrière vous. Bien sûr. Alors, à quel moment la prise de conscience intervient et comment? D'abord, j'aimerais me dire que je suis tombée enceinte à l'âge de 21 ans. Qui était normalement la suite logique. Je suis très heureuse de mon fils, il m'a recadré. Mais je dis qu'il était la suite logique à cause du train de vie que je menais. Et en même temps, ça a été un coup de frein.
un coup de frein dans le sens où j'étais maintenant responsable d'une autre vie. Alors, il ne s'agissait plus que de moi, mais maintenant, j'avais un enfant. Alors, quelqu'un qui dépendait de moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir un peu peur, être beaucoup plus responsable, rester dehors à des heures assez tard. C'était plus aussi possible. Donc, je commençais à tout doucement à changer, tout doucement. Tout doucement, à me sentir beaucoup plus responsable, à vouloir apporter à mon enfant ce qu'il méritait, en fait. Donc le changement a commencé tout de façon doucement, progressive. voilà, de manière progressive. Voilà, ma prise de conscience a été progressive. Et à quel moment, pour arriver donc à la question fondamentale, vous décidez de vous frayer un chemin et vous optez, on va dire, pour le coaching, pour quelqu'un qui a connu des blessures dans son enfance, dans son adolescence, décide de coacher d'autres vies. Est-ce que vous vous sentez à même ou vous sentez avoir les armes indispensables et nécessaires pour le faire? Je dirais que tu ne donnes que ce que tu as. Et ça, c'est clair. Pour moi, le meilleur coach, ce n'est pas celui qui prétend être mieux que les autres, mais c'est celui qui a traversé le même chemin que les autres. Alors, pour ma part, je l'ai vécu, je l'ai traversé. C'est du vécu. Alors, quand je vois une jeune fille qui fait certaines choses, je ne la juge pas parce que tout de suite, je ressens de l'empathie pour elle. Pourquoi? Parce que j'ai été là. Et les gens n'ont pas forcément vu ce qui est à l'intérieur de moi, les blessures. Lorsque je vois certaines jeunes filles en train de manifester certains comportements, je ne vois pas, je dirais, je ne l'identifie pas au comportement, mais je me rends compte qu'il y a forcément un problème. Il y a quelque chose qui est venu dérégler, je dirais, sa manière de faire, de voir, de se comporter, d'agir, son attitude. Donc, je pense, oui, parce que c'est du vécu. C'est du vécu. Et justement, pour redonner confiance aux femmes, on en arrive toujours, pour redonner confiance aux femmes, il y a forcément des étapes. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Nous avons beaucoup de coachs sur la place. Il y a beaucoup de coachs, beaucoup plus de motivateurs que de coachs. Pourquoi je dis ça? Parce que le coaching, c'est un accompagnement au changement. Un accompagnement au changement dans le sens où tu ne peux pas demander à quelqu'un, change, ou dire simplement à quelqu'un, lui donner un stylo et lui dire écris. Il faut lui apprendre à écrire. Alors, des gens veulent changer. Je suis sûre, comme je dis toujours, personne n'est maso. Personne ne veut souffrir. Peu importe qui tu es, peu importe ce que nous voyons, les comportements des gens, personne ne veut souffrir, personne n'est maso. Mais les gens ont besoin d'apprendre. Parce que lorsque tu as vécu, lorsque tu as grandi dans un certain milieu, et tu t'es toujours vu, je dirais, de manière basse, et que de manière négative, et que tu n'as absolument rien pour toi, tu te dis bon, finalement, si je n'aide pas la personne à sortir de sa position, alors si je ne descends pas à son niveau pour la faire sortir de là, je ne peux pas prétendre me mettre au bout et puis lui dire tu changes. C'est pas ça. Il faut descendre au niveau de la personne. Et c'est pourquoi je dis que... Y a-t-il une différence entre le coaching et le relooking? Le coaching, par exemple, le coaching, la conseillère en image et le relooking, oui, il y a tout à fait une différence. Alors, le relooking, il est éphémère. C'est-à-dire? Il est éphémère, je te prends tout de suite, je te coiffe, je te maquille, je te fais superbe, on ne te reconnaît pas, toi-même, tu ne te reconnais pas, mais c'est fini. C'est-à-dire le lendemain... C'est superficiel, en fait. C'est superficiel. Et la plupart des gens, c'est ce qu'ils font. Ils se relookent tous les jours, mais en fait, il n'y a aucun réel changement interne. Donc, en fait, du coup, tu es belle, mais tu n'es pas vraiment belle. Parce que la beauté est un état interne de qui tu es. C'est pas ce que je peux peindre sur mon visage. C'est pas le vêtement que je peux porter, c'est pas un déguisement. On n'est pas dans un film où tu es en train de tenir un rôle. La beauté, c'est qui tu es, c'est ce que tu dégages. Vous avez l'impression, c'est fort quand même ce que vous êtes en train de dire. Vous avez l'impression dans votre quotidien de rencontrer des personnes qui, on va dire, qui misent tout sur le physique, qui sont superficielles, mais qui sont malheureuses, tristes à l'intérieur, c'est cela? Alors, ce qui a fait que je suis justement rentrée dans le coaching, c'est parce que j'avais commencé mon petit business de coiffeuse mobile. Et lorsque j'ai commencé mon business de coiffeuse mobile, je me suis rendu compte qu'énormément de femmes qui passaient en bas de moi étaient vraiment jolies physiquement, mais qu'est-ce qu'elles étaient laides à l'intérieur? Alors, elles avaient toutes sortes d'attitudes. Et vous savez, il n'y a pas plus laid qu'une femme qui a des attitudes. Il n'y a pas plus laid. Non, sérieusement. Si on demande aux hommes ici, vous diront qu'il n'y a pas plus laid qu'une femme qui se concade. C'est pas joli, en fait. Ça ne va pas avec qui tu es en tant que femme. Les comportements, les attitudes, la manière de parler, de se tenir, de se comporter. La femme est censée représenter tout ce qu'il y a de beau, de paix, c'est rose, c'est beau. C'est ça, en fait, une femme. Et
Et j'ai commencé à me rendre compte que toutes les femmes étaient belles, mais elles étaient laides. Elles pouvaient se faire belles physiquement. Elles étaient belles, mais elles étaient laides. Exactement. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, tu sais quoi, il faut que tu apprennes à écouter. Parce que si toi, les gens n'ont pas compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi, sûrement que les gens ne comprennent pas qu'il y a des choses qui ne vont pas. Parce qu'on est focalisé sur ce qu'on voit. Mais on oublie qu'au-delà de ce qu'on voit, il y a ce qui est. Et ça, c'est l'état de notre être intérieur, qui nous sommes en tant que personne. Je peux être très jolie là, en vérité en train de vivre la chose la plus difficile de ma vie, et tu peux ne pas le savoir. Donc, il est important, je pense, de commencer à être conscient. Être conscient, et surtout nous, les femmes, d'être conscientes du fait que on mise trop sur l'aspect extérieur et qu'il y a un travail réellement interne qui doit être fait. Ouais. D'accord. Méliane? Vraiment, merci pour ces propos. Moi, ce que je voulais savoir, vous l'avez dit tantôt, vous êtes la seule fille parmi 6 garçons. Pourquoi vous êtes seulement restée sur le coaching féminin, mais vous ne faites pas de coaching aussi masculin, vu que vous avez grandi avec des hommes? Je fais de tout. Je me focalise sur les femmes d'abord. Pourquoi? Parce que je suis une femme. Mais sinon, je fais de tout. Parce qu'effectivement, les frères ont un rôle à jouer, surtout moi ayant eu énormément de frères. Parce qu'à un moment, j'ai essayé de faire comme un garçon. Au bout d'un moment, je m'habillais comme un garçon, je parlais comme un garçon, je voulais agir comme un garçon. Imaginez dans le foyer, c'est pas facile. Parce que tu fais comme un garçon, c'est pas évident. On va avoir 2 hommes dans le foyer, là. Exactement. Exactement. Et les frères, et ayant eu énormément de frères, ça me donne des tips. C'est-à-dire aujourd'hui, j'utilise cela pour mon avantage. Comment un homme pense, comment un homme réfléchit, comment les hommes nous voient. Et en même temps, les hommes, jouez votre rôle en tant que frère, en tant qu'enfant. Il y a des choses que tu dois apporter à ta sœur, à ta fille. Voilà, il y a des choses que nous devons partager. Donc, voilà. Justement, moi, j'aimerais qu'on parte pour un cas vraiment pratique. Hein. On voit des photos de personnes que vous avez relookées, de jeunes filles. On voit l'apparence changer. Mais je veux dire... C'est-à-dire que vous avez expliqué beaucoup de choses, vous avez expliqué tout ce qui peut se passer à l'intérieur, mais lorsque vous êtes en face de votre patiente, vous commencez par quoi et qu'est-ce que vous lui dites? La première chose que j'essaie d'identifier chez d'abord le patient, c'est la décision. La décision. La décision. Si je dois travailler avec toi, il faille que tu aies toi-même décidé que tu dois changer. En fait, il faille que tu arrives toi-même à un niveau de ras-le-bol. C'est-à-dire, tu ne veux plus de cette vie que tu mènes. Et à partir de cette décision, on peut commencer à travailler. Et pourquoi cette décision est-elle primordiale? Pourquoi? Parce que c'est ta motivation interne qui va te donner de pouvoir aller jusqu'au bout. Si tu te bases, voilà, si tu te bases sur une motivation externe pour arriver au bout de ce que tu veux entreprendre dans la vie, tu auras toujours des problèmes. Parce que si tu te bases sur le voisin, si tu te bases sur le fait que Marie a dit, et tant que tu ne le veux pas toi-même, eh ben, tu n'y arriveras pas. Et après ça, la prochaine étape, c'est d'identifier le mal de la personne. Alors, pourquoi est-ce qu'on se sent comme on se sent? Et souvent, c'est dangereux, c'est douloureux. Et on a peur d'y retourner parce que dans notre subconscient, on a cette tendance à vouloir, je dirais, fuir et protéger certains souvenirs qu'en vérité, on veut mettre aux oubliettes, mais qui doivent en fait être confrontés, comme je dis, mettre un nom dessus et pouvoir s'en débarrasser. Tant que tu n'arrives pas à mettre un nom sur ce que tu fais, eh ben, ça va te hanter d'une manière ou d'une autre. Et généralement, c'est quoi les problèmes qu'elles vous expliquent, ces jeunes filles ou ces dames? J'ai tout entendu. J'ai tout entendu, que ce soit des viols, que ce soit des problèmes de foyer, que ce soit des femmes battues, que ce soit... J'ai tout entendu. C'est-à-dire même des personnes qui ne se sont pas senties aimées depuis même leur jeune âge, qui se sont senties rejetées, des personnes qui ont grandi peut-être dans des foyers recomposés. C'est-à-dire toutes ces choses, vraiment de tout. Et on ne se rend pas compte qu'on est forcément blessé à l'intérieur, mais... on peut être blessé à l'intérieur. Sinon, on a des blessures intérieures. Dans votre intervention, ce que j'ai retenu, c'est votre point de vue, hein, je le respecte. Vous dites, genre, vaut mieux apprendre à pêcher à quelqu'un que de lui donner du poisson chaque jour. Bien sûr. Voilà, ça c'est votre conviction, c'est votre manière de voir les choses. Mais parfois, dans l'eau où on va pêcher, là, souvent, il y a pénurie de poissons. Je vais dire, oui, souvent il y a pénurie de poissons, donc je vais dire... je m'explique. J'essaie de comprendre. Voilà, je vais dire qu'il y a souvent le problème de moyens qui peut se poser. De moyens? Oui. OK. Et donc, comment cette personne doit s'y prendre? Parce que c'est ça, c'est vrai que vous coachez, mais tout ça, c'est l'argent aussi, hein? Je peux être... Tout ce que j'ai fait, par exemple, là, je l'ai fait gratuitement. Tout ce que vous voyez là, je l'ai fait gratuitement.
Parce que je dirais qu'à un certain niveau, il ne faut pas oublier, et c'est vrai qu'on est là pour se faire de l'argent, mais en même temps, on est là pour apporter, j'ai des valeurs beaucoup plus profondes que simplement me remplir les poches, personnellement. Donc, il est aussi important pour moi de pouvoir aider des gens sans forcément me faire de l'argent. Mais il est aussi possible, je dirais, à partir de rien, si tu donnes par exemple du piment à une femme et que tu lui donnes un concombre ou quelque chose, tu lui dis fais-moi une sauce, tu vas voir qu'elle va concocter quelque chose. Donc on n'est pas forcément obligé d'être super riche pour être décent. Oui, Alissa. J'aimerais savoir à quel moment vous savez que votre patiente est guérie. Et pardon? À quel moment est-ce que vous savez que votre patiente est guérie, au fait? Elle est guérie lorsqu'elle a de moins en moins besoin de moi. C'est très bien dit. Parce qu'effectivement, et c'est une très bonne question qu'elle pose, parce qu'effectivement, lorsque nous rentrons dans une relation, et c'est parce que c'est une relation qu'on commence qu'on fonde avec le client, et au bout d'un moment, comme un enfant, quand il commence à faire ses premiers pas, il ne veut plus que maman le prenne dans ses bras. Voilà. Donc il commence à partir tout seul, et là, tu commences justement à créer maintenant ce moment de séparation. Et ces étapes-là peuvent durer combien de temps? Ça dépend des personnes, et ça dépend, je dirais, de la blessure. Il y a des gens en 3 mois. Il y a des gens 6 mois. Le mien, oui. Et le mien, je dirais, m'a pris 16 ans. Donc, c'est un travail. Et c'est un travail de tous les jours. Je veux dire, on ne devient pas parfait. Personnellement, on ne devient pas parfait, mais on se perfectionne. Et vous, en ce moment-là, est-ce que vous pouvez dire que vous avez atteint un certain sommet ou vous continuez de travailler sur votre personne? Je continue de travailler sur ma personne. Je veux dire, à chaque fois que je parle avec un client, il m'apporte quelque chose qui me manquait d'une manière ou d'une autre. D'accord. Donc, il y a de l'espace pour se développer. Nous sommes à la fin de l'intervention. La dernière question, ça ne sera pas une question, mais ça sera une adresse plutôt à ces femmes-là qui nous regardent en ce moment, qui ont peut-être perdu confiance en elles ou pas. À toutes ces femmes, d'abord, je vais m'adresser d'abord à toutes mes sœurs ivoiriennes donc, qui sont sur ce territoire. J'aimerais nous dire que nous avons nos valeurs, nous avons notre beauté, nous avons notre identité. Et aujourd'hui, je regarde mes sœurs ivoiriennes comme moi lorsque j'avais 17 ans. Je les vois blessées, je les vois en quête d'identité. Je les vois en train d'essayer de ressembler aux Européens, aux Eurodescendants, alors qu'elles ne le sont pas. Et qu'elles sont en train de rejeter, je dirais, leurs valeurs, leur identité. Si tu laisses ton identité, tu laisses ta direction, tu laisses ta motivation, tu oublies ton rêve et tu oublies qui tu dois être dans la vie. Et on ne peut pas vivre notre vie. On n'est pas dans un film, c'est pas un film, c'est ta vie. Tu n'as qu'une seule vie, c'est ton opportunité pour faire ce que tu veux faire, ce que tu dois faire. Fais-le. Merci infiniment. Merci beaucoup, Marie Fadiga. En tout cas, on a été très, très heureux d'échanger avec vous. On a beaucoup appris. Et voilà, et je suis sûre que les femmes qui nous regardent en ce moment sont très heureuses. Merci, c'est beaucoup de bons conseils, c'est beaucoup de profondeur en même temps. Merci beaucoup d'être venus sur ce plateau. C'est donc la fin de cette première partie. Mesdames et messieurs, restez en notre compagnie. On se retrouve dans quelques petits instants. Après Boaké, le Move Tour et 3 cerveaux productions s'installent à Korogo le samedi 29 juillet à la place de l'Indépendance à partir de 16h avec Desbordeaux les Confa, TNT, Daisy Champion et Bomba Anissa. Entrée gratuite sous le haut patronage du Premier ministre M. Amadou Gon Coulibaly, sous le parrainage du ministre des Transports M. Amadou Koné et sous la présence effective de M. Touré Souleymane, conseiller auprès du Premier ministre. Infoline 01 92 92 06. Move. No limit.
accueillons M. Aboké Hilaire, qui est donc le commissaire général du Festaquier, le festival des valeurs culturelles du peuple aquié. Monsieur Aboké Hilaire qui nous rejoint. Je suis sûre qu'il n'a pas entendu son nom puisqu'il y avait du bruit. Merci donc de nous rejoindre et merci de le recevoir. Alors, je rappelle que vous êtes commissaire général du Festaquier, le festival des valeurs culturelles du peuple aquié. Voilà. Et la danse qu'on vient d'apprécier, c'est bien sûr la danse akindé. C'est cela. Merci Caroline. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Oui. Merci. Alors, je suis là pour parler de ce grand rassemblement, cette Lucan qui permet au grand peuple aquié d'Azopé, à Nyama, à l'épée, de se faire connaître au travers de ces richesses culturelles avec tout ce qu'on a comme patrimoine, je veux dire, au niveau du folk-cué, au niveau de cette danse comme la Kendé, au niveau de l'art culinaire et gastronomique aussi que vous avez là. Voilà. Culinaire, hein, franchement. Voilà, c'est cela. Donc, vous avez les mets faits à base de banane avec le fameux escargot. Ça c'est du foufou, non? C'est du foufou à base de banane. Mais qu'est-ce qu'il y a autour comme ça? Ça, c'est le piment. Le piment, qui est noir comme voilà, un peu braisé, écrasé, avec de l'huile rouge. Vous êtes sûr que je pourrais continuer l'émission? Il n'y a pas de problème. Parce que moi, j'adore le foufou. Ça donne du tonus, en fait. Merci beaucoup. Eh bien, le festival, il faut le dire, est à sa 2e édition. Il aura lieu du 31 août au 3 septembre à Aoutié. Aoutoué, c'est dans le département d'Alépé. Dans le département d'Alépé, c'est bien cela. À 40 km d'Abidjan. Merci infiniment. L'information est bien passée. Merci à vous d'être passé sur notre plateau et on va dire à très bientôt. Et puis merci pour tous ces mets. On invite tout le monde à la découverte du peuple latino. On sera là. Merci beaucoup. Poursuivons donc l'émission, mesdames et messieurs. Et je l'ai dit à l'entame de cette émission, il ne nous reste plus que 3 jours pour achever cette saison. Et le vendredi, donc on va dire le final, va se dérouler à partir d'11h30. Donc à partir d'11h, il faut déjà être sur RTI1 pour suivre donc, ce grand moment. Nous allons vous dire au revoir dans les pleurs et dans la joie. Tout de suite, mesdames et messieurs, je vous invite à recevoir Alissa Azena dans #Papatou. Mes chers affairés, eh bien, ce week-end, oui, Sarah Davila nous a présenté son nouveau petit ami. Qui est là, tout beau. Il faut rappeler, pour ceux qui ne savent Sarah pas... Davila, c'est l'ex de Bordeaux Likoufa. Notre maître. Elle nous a officiellement présenté son petit ami avec plein de photos. C'est le love, c'est parfait, tout se passe bien. Je précise qu'il s'appelle Ali. Je suis allée m'affairer, ne vous en faites pas. Qu'est-ce qu'il prouve? Il s'appelle Ali. Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il prouve? Nous, souvent, on va à la piscine comme ça, hein, on s'amuse, il ne faut pas les gens passer. Voilà. Non, mais il y avait d'autres photos, qui étaient plus claires au fait. Mais vu que nous avons des enfants qui nous suivent, on a préféré montrer cette belle photo très simple. C'est la plus décente. C'est mieux. Effectivement. Donc, il s'appelle Ali, il est vêté, il joue au foot. Et ça fait 2 mois qu'ils sont ensemble. Waouh, quelle chance. En tout cas, on souhaite beaucoup de bonheur à ce nouveau couple. On espère que tout va bien se passer. On attend le mariage et les bébés. On continue avec Jennifer Lopez qui a fêté ses 48 ans. Oui. Gillo. 48 ans. J'ai même pas encore 30 ans. J'ai l'impression d'être au bout de ma vie. J'ai l'impression de grossir à chaque fois. J'ai même pas encore 30 ans. Elle a 48 ans. Son gars est frais. Ils sont beaux. Elle a 48 ans. Elle a un ventre plat. Elle a 2 enfants. C'est injuste. On va tenir le coup. C'est injuste. 48 ans, t'as vu son corps? À 48 ans, si je suis comme ça, attention. C'est ton jamais. Blac Chyna nous surprendra toujours. Encore. Blac Chyna et Rob Kardashian, on espère, qu'ils vont nous laisser tranquilles. Il y a un mois de cela, Rob Kardashian a posté des photos de Blac Chyna où elle était dans une tenue assez presque particulière. Des photos avaient fuité. Blac Chyna a trompé Rob Kardashian. Donc, elle a traduit Rob en justice parce qu'il avait posté des photos d'elle nue. Et là, il ne doit pas s'approcher de Blac Chyna à plus de 100 mètres. Et elle a dit à la justice au fait que Rob l'a traumatisée. Une femme traumatisée, ça fait même pas 1 mois qu'elle n'est plus avec le gars, elle a déjà un autre gars. Ça, elle est traumatisée. Hein?
Oui, j'avoue qu'elle est beaucoup traumatisée. Elle a son nouveau petit ami qui a tatoué son nom, au fait. Il a tatoué le nom de Black China sur son cou. Vraiment, elle ne chôme pas Black China. On passe à Alicia Keys qui nous a sorti la coiffure de l'année. Je ne sais pas trop ce que ça doit être. Ou bien ce que ça signifie. C'est elle seule qui sait ce que c'est. Mais bon. D'accord. Voilà. Ça, on voit ça ici. Ah ouais? Ça bien ici, oui. Ça, ou bien c'est celui-là que c'est horrible, en fait. Hein. Mais bon, on espère que ce n'est pas la tendance de cette année, enfin de l'été. Parce que sinon, il va falloir faire attention. Dans les rues, il faut mettre des lunettes. Hein, parce que si toutes les meufs doivent mettre des couleurs orange comme ça sur la tête, orange et rose, on ne sait pas ce qui va arriver. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Alice Arzena. Et oui, nous sommes toujours en plein dans la francophonie. Et d'ailleurs, Méliane en parle, les gestes citoyens, les actions citoyennes qu'il faut adopter pendant la francophonie. On la retrouve tout de suite. Mais voilà, il faut dire que les valeurs de la francophonie, c'est le partage, c'est la solidarité. Et notre pays est réputé pour être hospitalier. Les Ivoiriens ont cette tendance-là à être hospitaliers et on est fiers d'être hospitaliers. Donc déjà, merci parce que vous avez commencé à participer à toutes les compétitions, à assister, à soutenir nos champions. Mais je veux vous inviter encore à encourager les différentes délégations. Si on va, qu'on a perdu, c'est quelqu'un d'autre qui a gagné. Wow, c'est pas grave. Ça, c'est aussi la francophonie. Voilà, il faut avoir l'esprit fair play et il faut encourager. Il faut encourager toutes les personnes qui vont participer à ces Jeux de la francophonie. On regarde l'élément et on revient juste après. Écoutez, mes chers Ivoiriens, nous, on est tellement fiers d'être Ivoiriens que nous, on ne peut pas rater les Jeux. La francophonie. D'accord. Vous pouvez répéter? La francophonie. La Côte d'Ivoire, depuis qu'on est arrivé, c'est extraordinaire. Francophonie, oh yeah! L'équipe du Comité international des Jeux de la francophonie qui se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée en notre compagnie. Bref, un programme riche en activités à déguster sans modération. Donc vous avez vu que pendant ces Jeux de la francophonie, c'est la joie, c'est le partage. Là, par exemple, c'était des éléments du CIGF, du Comité international des Jeux de la francophonie, qui étaient là, mais qui ont été... il a été juste soulevé par les bénévoles. Il y a un qui essaie de tacler aussi, donc c'est ce qu'il faut faire à tous les présentateurs, c'est ça? Non. En fait, il parlait de la lutte, donc... Non, ils l'ont taclé. Il faut qu'elle situe un peu les choses, parce qu'on connaît les Ivoiriens. Ah, mais là, on a dit de tacler dans le gars, très donc bon, on le fait comme non. Non. Il faut dire que c'était dans un bel esprit. Mais tu vois, Séverin, c'est fait juste... il parlait de la lutte et il a testé. Donc, il faut inviter tout le monde à participer à ces Jeux. Il y a différentes compétitions. Et c'est ça, la chaleur de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu, le monsieur l'a dit tout à l'heure, depuis il est venu, il est bien accueilli et tout. Donc, il faut continuer à le faire. Merci beaucoup. Et merci à l'équipe du CIGF. Et oui, Priscille la dégameuse était avec nous hier. Elle n'a pas pu présenter sa chronique, faute de temps. Eh bien, son élément est prêt. Avec la complicité de la régie, on regarde. Bonjour. C'est comment? Donc tu es en pleine répétition là. Ouais, c'est comme ça, c'est le boulot. Pas tous les jours, mais au moins 3 fois dans la semaine. Voilà, ça répète, les filles, les garçons. Donc c'est le bara qui paye, tu vois. Être chorégraphe, c'est pas petit. Jules, pardon, arrête de faire nos amis. Je dis, tournez ça, tournez, bloquez. Non, jamais. Ah bon, hein? Ouais. Moi, c'est Priscille. Et toi? Moi, c'est en tout PJ. Alors? Moi, c'est bébé plaisir risqué. Pardon? Faut nous expliquer le risqué plaisir là. Parce que les pas de danse que nous faisons sont dangereux. Les oui, casse. Donc c'est dangereux. Comme tu disais que c'est dangereux et puis tu fais. Tu as une assurance maladie? Ouais. C'est mon artiste. Il t'a assuré? Ouais. On va vérifier ça. En tout cas, ton visage est enregistré. Ça chauffe. On va vérifier sur Facebook. Alors la star, en tout cas, nous on est venu te faire un coucou. Tu sais, nous c'est notre travail de se balader dans la vie des gens. Donc aujourd'hui, on est tombé sur toi. C'est important. Il y a eu les awards du coupé décalé. Tu as été le meilleur chorégraphe. Moi, je ne savais pas comment ça s'est passé. C'est quoi combine. Je me dis, mais Lamine, il fait que bonne danse, mais il est chorégraphe. C'est celui qui a remporté. En tout cas,
Bon. Donc tu as remporté comme ça. Hein? Ben, j'ai pris parce que je mérite. Mais pourquoi? On a dit aux gens de voter. Les fans de l'AMI se sont motivés, ils ont voté. Et encore, à part les votes, par l'expérience, par les démos, on connaît un peu Paris, ça déjà, États-Unis, ça déjà, Afrique, il n'y a pas l'homme. Bientôt, c'est une tournée. Voilà, c'est comme ça. Professeur de décoration, s'il vous plaît. Tout le monde. Il n'a pas arrêté d'agresser les enfants. Il faut nous prouver. Il va nous prouver qu'il mérite ce trophée. C'est après ça, moi, je sais faire. C'est une bonne danse. J'ai besoin que tu me prouves que franchement tu mérites ce trophée-là. Parce qu'on dit meilleur chorégraphe de la Côte d'Ivoire. Ça englobe tout. Je veux que tu me fasses une démonstration de Mickey Mickey. Maman. Ah. Maintenant, il faut me faire une démonstration de bébé. Non, ça là, il mange ça. Tu es le meilleur chorégraphe. Il mange ça même. Ok. Fais ça vite, s'il te plaît. Fais ça vite, s'il te plaît. Applaudissez pour moi, professeur. Tu vas me faire une petite démonstration de danse lobby. Lobby. Merci beaucoup Priscilla Dégameuse. Avec nous dans ce studio, le mouvement des étudiants et élèves de Réveil de Côte d'Ivoire. Merci, merci en tout cas d'être là. Leur objectif est de prôner l'excellence en milieu scolaire et estudiantin. Le président, c'est M. Fulgence Cuisan. Et puis, nous avons aussi l'association des étudiants, ingénieurs et stagiaires ivoiriens. Merci de votre présence. Et dans le studio, nous avons aussi les acquis du monde. En tout cas, merci d'être venus. Eh bien, je vais vous présenter un concept. Nous avons commencé l'émission avec un monsieur. Nous allons l'achever avec lui. Eh bien, son concept, c'est le chatting bocaillé. Ça ne veut rien dire, mais attention, ça veut seulement... Ça crée des émotions, n'est-ce pas? Et puis, il est très créatif, il est très imaginatif. Vous allez le voir danser. Mesdames et messieurs, Charlie Tchatching, pour vous, pour terminer cette émission. Merci de nous avoir suivis. Quand je dis bocaillé, tout le monde dit aïe. Bocaillé! Quand je dis Abidjan, tout le monde dit Yafoy. Abidjan! Bocaillé! Abidjan! It's all the way from my heart, we can't make balance just now. We make it, get a job at the most of me. Better wish I go with the apples in my mouth. Better chicken below with the back is a dog. I ever stop to with my can below. Cause I can give a secret. The second reader, Michael, all the way, Mama, Lord. Michael, son, we can son, we can let it. What about what's on my bow? In the double cloud, so I can break it. Bokaya, Abidjan. Like a like, get rid of like my love. We like it, son, we belong. Like a lot of we, my love. We can like it, we ain't even a man, cause I'm not now. I'm gonna drink it, I gotta like it, like a love. Yes, my home. Le seul message, c'est la jeunesse africaine doit être consciente de son potentiel, de son talent. On doit oser entreprendre avec ce qu'on a et mettre Dieu devant. Merci et on va réussir. Infiniment. Oser entreprendre, se faire confiance, aimer les gens et mettre Dieu au devant de tout. Très belle conclusion. Et c'est ici que nous allons nous dire au revoir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de faire confiance à la RTI. Et nous nous retrouverons, s'il plaît à Dieu, demain à partir de 12h pour d'autres moments aussi fous et aussi intéressants. Eh oui! Bocaillé!
n'est-ce pas? Je vous laisse continuer. It's still the way Harvey Low used to make it a bracket a day. My Harvey with a broke is the home and my. So my bracket you do. Dr. Philo, rock it low. Zigga ragga. Rock it up a mo. The other side, where you go? Merci. Au revoir et à plus.